La journée mondiale pour la fin de la pêche, samedi 28 mars, sur Nombi Radio, à l'antenne et en live sur Facebook et YouTube. Bienvenue mesdames, messieurs sur Nombi Radio. En cette période de confinement, la journée mondiale pour la fin de la pêche, JMFP, rendez-vous annuel pour les droits des poissons, est mise à l'honneur sur Nombi. Ce sont quelques 100 manifestations programmées ce samedi 28 mars dans le monde qui ont été annulées et il nous a semblé essentiel que le silence ne pèse pas davantage pour les poissons. Un silence insupportable face aux innombrables souffrances qu'endurent des milliers de milliards d'individus. Cette programmation pour la JMFP, nous la souhaitons un panorama pédagogique de la réalité que vivent ces êtres sentients. Nous la voulons comme un parcours initiatique et intellectuel ayant pour objectif la pleine considération des poissons, et ce par 3 entretiens. Tout d'abord, dans un instant, pour mieux comprendre la situation et en faire le tour, nous allons découvrir ensemble à quel point la sentience chez les poissons est un facteur déterminant qui devra remettre en cause notre peu de considération à leur égard. Nous accueillerons Sébastien Moreau, vulgarisateur scientifique, et notre chroniqueuse Florence Delry. Et elles exploreront ensemble la question donc de la sentience des poissons. Dans un deuxième entretien à 15h30, nous aborderons avec Yves Bonnardel leur peu de prise en considération, cette fois politique, et comment faire évoluer cette dynamique à l'avenir. À 17h ensuite, pour toutes celles qui auront compris que la pêche est une vraie boucherie qui condamne des milliards d'individus sentients, nous aurons un plateau d'invités militantes qui vous détailleront leurs engagements, leurs moyens et champs d'action dans la lutte pour les droits des poissons. Nous accueillerons Amandine Sanvicens de Paris Animaux Zoopolis, Pia Chazard de PEA pour l'égalité animale, Aline Gross 269 Life France et Lamia Essemlali de Sea Shepherd France Rewild pour évoquer donc la stratégie de défense des droits des poissons. Et puis pour finir cette journée, à 20h30, nous vous offrons un concert interview d'ACS, groupe de rap militant et antispéciste, initialement rencontré et donné donc lors de la journée mondiale pour la fin du spécisme à Marseille. On vous prévoit aussi quelques intermèdes à ces émissions. Nous aurons le plaisir d'entendre la première chronique musicale de Sandra Goguet, compositrice et chanteuse, avec un pastiche de chansons. Et puis une composition de Z, auteur de la chronique éthique sur Nombi et qui est aussi musicien. Voilà. Toutes les émissions donc, et tous les programmes sont à écouter en live sur nombi.fr, sur Facebook et YouTube en streaming. Un programme concocté avec talent et inventivité par Laura Lebrasseur. Et puis vous pouvez aussi télécharger le dossier complet de la programmation sur le site de la radio. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on est lancé. On va accueillir maintenant nos 2 premiers invités pour notre premier entretien. Un entretien donc comme je vous l'ai dit qui se veut pédagogique. Quand on parle de poissons, on ne va pas se demander de quoi on parle, mais on va s'en demander maintenant, dès à présent, de qui on parle. Et c'est pour ce faire Florence Delry qui est présente. Bonjour Florence. Bonjour Méo. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Toujours en confinement, comme j'espère la plupart des gens, en tout cas, qui ont la possibilité d'être en confinement. Mais à part le contexte actuel qui est un petit peu inédit et difficile, oui, ça va. Ok. Florence, en 2 mots, tu te présenterais comment ? Alors, outre le fait que je sois donc, comme tu l'as dit, chroniqueuse sur Nombi Radio, avec l'instant Sentience, justement, ma chronique mensuelle, je suis illustratrice scientifique de métier, donc je suis spécialisée dans les illustrations botaniques et zoologiques principalement. Ça m'arrive de dessiner justement des poissons et d'autres individus aquatiques. Et puis, je suis aussi militante égalitariste. Je consacre une grande partie de mon travail à l'animalisme, donc à l'éthique animale, et plutôt sous un angle rattaché au scepticisme scientifique. En tout cas, j'essaye d'être assez rigoureuse dans les informations que je donne. Je travaille beaucoup sur les questions aussi des biais cognitifs, de l'argumentaire qu'on peut avoir aussi au sein du milieu militant, ce genre de choses. Voilà.
Voilà. Merci pour cette présentation et du coup ça va faire écho et résonance avec notre deuxième invité avec qui tu vas pouvoir dialoguer, Sébastien Moreau, qui est vulgarisateur scientifique dans le domaine de la cognition animale. Peut-être quelques précisions pour te présenter, Sébastien ? Sébastien Moreau, ouais, je suis vulgarisateur, je fais pas mal de conférences sur plein de sujets. J'ai beaucoup travaillé sur les poissons. Donc l'année dernière, on a publié avec Fanny Vaucher une bande dessinée spécialement justement sur l'intelligence et le comportement des poissons, qui s'appelle Les paupières des poissons. Et puis voilà, j'ai mon chat qui miaule autour de moi. On a parlé de confinement, tout ça. Ok. Mon chat est souvent confiné à moins de 30 cm de moi. Donc. Ok. Et puis voilà, sinon je fais des vidéos sur Internet, des articles, des conférences, plein de choses où en gros je prends des études scientifiques absolument insupportables à lire et j'essaie de rendre ça beaucoup plus tolérable pour le grand public. Alors, en vertu du confinement, je rappelle donc à nos auditeurs qu'on communique par téléphone ensemble, donc la qualité du son, elle est ce qu'elle est. En quoi c'est important aujourd'hui de commencer par la sentience des poissons ? Alors là, après, vous vous donnez la parole mutuellement. Je pense que ce qui peut être intéressant dans un premier temps, c'est de définir de quoi on parle un petit peu, parce que c'est vrai que le terme de sentience, il est nouveau pour beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent pas forcément. Et pour cause, en France, il a intégré les dictionnaires français seulement en janvier de cette année, donc en 2020. Donc c'est vraiment très récent. C'est un terme qui est utilisé dans le monde anglo-saxon un peu plus depuis plus longtemps. Mais en France, on avait plutôt tendance à utiliser le terme de sensibilité. Donc ça peut être pas mal de commencer par définir ce qu'on entend par sentience. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, moi, je suis bien d'accord. Sébastien. Ah ben j'en suis ravi. Okay. Allons-y. Qu'est-ce que la sentience, Florence ? Alors, je précise avant toute chose que c'est difficile de trouver un consensus vraiment sur la définition de la sentience. Les définitions subissent quelques variations selon les auteurs, autrices et en fonction du domaine d'étude. Donc, entre la philosophie, la biologie, la médecine vétérinaire, même l'intelligence artificielle aussi, parce qu'on utilise aussi ce terme dans ce contexte-là, aussi dans les neurosciences ou même les religions, ça va pas forcément avoir tout à fait la même signification. Donc, c'est un terme qui est plutôt utilisé en éthique ou en neuroéthique, qui est une discipline qui se situe entre les neurosciences et la philosophie. Donc ça, voilà, il y a des petites variations. Je vais peut-être faire un petit tour d'horizon des différentes définitions. Oui. Le Larousse, en France, définit la sentience comme la capacité pour un être vivant à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. On a différentes auteurs et autrices qui ont donné des définitions un petit peu différentes, notamment Duncan, qui est professeur en éthologie appliquée, qui a défini en 2006 la sentience comme la capacité à ressentir des états affectifs positifs et négatifs, donc des expériences agréables ou désagréables. On a en France Estiva Reus, qui est autrice au cahier antispéciste, qui écrivait dans le numéro 26 justement des cahiers, c'était en 2005, si je dis pas de bêtises, qui définissait la sentience en disant, alors je me permets de la citer directement, nous n'avons pas dans les textes qui suivent introduit le néologisme sentience. Je crois qu'à l'avenir, nous en userons et tenterons de le populariser, de même que l'adjectif associé, sentient. C'est qu'en français, il nous manque un mot pour désigner la chose la plus importante du monde, peut-être la seule qui importe, le fait que certains êtres ont des perceptions, des émotions, et que par conséquent, la plupart d'entre eux ont des désirs, des buts, une volonté qui leur sont propres. Donc elle écrivait ça en 2005, donc ça date un petit peu, ça fait 15 ans. Oui. Le texte, le mot pardon de sentience à cette époque n'était pas du tout intégré au dictionnaire encore. Donc aujourd'hui en France, on a ce terme-là dans les dictionnaires courants. C'est un peu plus clair. On peut citer aussi les apports de Donald Broom, qui est biologiste à l'université de Cambridge, qui définit la sentience comme en tout cas l'être sentient comme capable d'évaluer les actions des autres en relation avec les siennes et de se souvenir de ses actions, de leurs conséquences, d'en évaluer les risques et les bénéfices, de ressentir des sentiments et d'avoir un degré variable de conscience. Voilà, donc en éthique animale, on part du constat que la sentience implique à minima la capacité d'éprouver de la douleur et du plaisir et des expériences donc négatives et positives.
Voilà. Ok. Ce qui veut dire donc, Sébastien, que si on commence à s'intéresser au monde, à l'univers des poissons, en particulier par les études que tu as pu aborder et que tu vulgarises dans tes conférences, grand est le choc pour nous quand on découvre par ces études que la sentience les concerne directement. Alors, en fait, il y a une chose qui est particulière. C'est vrai que ce que disait Florence est très juste quand on parle de sentience. C'est un terme qui finalement, quand ça va être en étude du comportement ou des capacités cognitives des animaux, c'est un terme qui revient pas ou très peu. C'est un terme qui revient plus dans les synthèses, simplement parce que ça regroupe beaucoup de phénomènes. Et c'est vrai que selon la définition, ça complique les choses. Parce que par exemple, quand on parle d'état affectif, ce qui va être une émotion, puisque souvent quand on parle de la sentience, alors Florence a donné plusieurs définitions, mais on entend souvent que c'est éprouver des émotions positives ou négatives. Et ça, en fait, c'est extrêmement dur à montrer chez les animaux. Parce que des émotions perçues subjectivement, en gros, on va dire les émotions, c'est des réactions brèves à un événement. Et à la différence de l'humeur, qui elle est une différence à long terme, enfin qui est une modification comportementale à long terme. Et il y a en gros 3 composantes. Tu as la composante physiologique pure, c'est-à-dire par exemple, il y a un événement qui est effrayant, et à ce moment-là, on va rentrer en tachycardie, le taux de cortisol va augmenter, etc. Ça, c'est des choses totalement inconscientes. On va avoir des réactions comportementales, quelque chose me fait peur, je pars en courant dans l'autre sens. Et il y a la composante cognitive, donc subjective, de je me rends compte que j'ai peur. Et le problème, c'est que celle-ci, on peut le démontrer chez l'humain parce que l'humain peut dire, là j'ai peur. C'est ça. Donc on a accès à ce qui se passe dans sa tête. Chez les autres animaux, on n'a pas cet accès-là. On peut vérifier le comportement, on peut vérifier les états physiologiques, mais le fonctionnement cognitif, il est extrêmement dur à évaluer. En revanche, on commence à développer des théories. Alors, si on a l'occasion, je rentrerai plus dedans tout à l'heure sur les théories des émotions, mais il existe en gros 3 grands types de théories sur les émotions. Et on se rend compte que les poissons, en tout cas, remplissent à peu près les mêmes critères que ce qu'on retrouve chez les mammifères et chez les oiseaux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on considère que les mammifères ou les oiseaux peuvent ressentir subjectivement les émotions, on est obligé d'inclure les poissons ou alors on exclut tout le monde. Mais aujourd'hui, en matière de travaux scientifiques, on a des résultats qui sont aussi convaincants chez les poissons qu'on l'a chez les mammifères ou chez les oiseaux sur les questions émotionnelles. Mais il faut vraiment avoir en compte, en revanche, que ce sont des choses très très difficiles à évaluer, avec des protocoles très complexes et qui sont assez récents pour la plupart. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que même si c'est compliqué à démontrer, une chose est sûre, c'est que des études ont pu le faire d'ores et déjà, c'est ça? En fait, à l'heure qu'il est, sur aucun animal hors de l'humain, on a de certitude s'il y a une perception subjective des émotions. Et on ne le saura pas tant qu'un animal ne pourra pas nous dire « je ressens des émotions ». En revanche, on peut regarder comment ça marche chez l'humain et voir tout ce qu'on retrouve chez les autres. C'est-à-dire, quand on, par exemple, j'explique en gros les 3 grandes théories, mais j'insiste, on ne sait pas, c'est probablement un mix d'un peu tout. On a les théories dimensionnelles. Les théories dimensionnelles partent du concept que les émotions s'échelonnent en gros sur 2 axes. Un axe de la valence, c'est-à-dire est-ce que la situation est négative ou est-ce qu'elle est positive. Et un axe de l'intensité ou de l'activation, c'est-à-dire est-ce que c'est très excitant ou peu excitant. Par exemple, la tristesse, c'est une valence négative, c'est un événement négatif qui n'active pas beaucoup le corps, c'est-à-dire on est triste, on a un peu tout mou, un peu là. D'accord. Alors que la colère, c'est négatif avec une forte activation. D'accord. Voilà. Ça, c'est les théories dimensionnelles. Or, le problème des théories, le problème non, mais c'est que tous ces événements-là, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un aspect subjectif derrière. Ça peut très bien être totalement automatique. Il y a une chose qu'on ne prend pas suffisamment en compte, c'est que, en réalité, la plupart des réactions que l'on peut avoir n'ont pas de traitement cognitif. En tout cas, pas conscient. C'est-à-dire que le cerveau va gérer il va quasiment tout gérer tout seul sans que nous, interface consciente, on le réalise. Ça veut dire qu'on est tous égaux par rapport à ça. C'est-à-dire que même nous, on n'a pas vraiment de cognition dans certaines de nos réactions. Ah oui, complètement, oui, il y a tout un tas de réactions. Ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai peur, c'est pas moi qui décide de faire monter mon rythme cardiaque. Ok. Le truc qui est fait d'ailleurs, automatiquement, quoi. À ce sujet-là, c'est vrai que même chez les êtres humains, c'est compliqué en fait d'évaluer par exemple la douleur, qui est une expérience sensorielle
qui est pas vraiment observable. En tout cas, c'est une expérience qui est très personnelle, qui est difficilement observable. Enfin, c'est un peu la différence entre la nociception et la douleur, quoi. Tu me détromperas, Sébastien, si Alors, j'ai la nociception, en fait, le problème, c'est qu'on n'emploie pas exactement de la même manière quand on traite chez l'humain, par exemple dans des définitions en médecine et des définitions vraiment en physio animal. C'est-à-dire? Par exemple, souvent, sur les poissons, par exemple, quand on va employer le terme de nociception, on considère, en gros, la nociception, c'est tout ce qui traite de la perception des stimuli potentiellement dommageables, c'est-à-dire des stimuli douloureux. Donc la nociception, c'est j'ai des fibres nerveuses, des terminaisons nerveuses qui captent quelque chose qui peut me blesser, ça provoque des réactions. Voilà. Ce qu'on appelle justement ces sorties-là sont des nocicepteurs. Mais la nociception ne veut pas forcément dire conscience. C'est-à-dire que par exemple, l'arc réflexe, typiquement, je mets ma main sur une plaque brûlante, je la retire, il y a eu 0 traitement. Il y a pas un moment, je me suis dit, ouh là là, il fait chaud, je vais enlever ma main. J'ai enlevé ma main avant même de réaliser qu'il faisait chaud. Il y a pas eu d'état conscient à ce moment-là. Ça a été beaucoup plus rapide. Alors que, effectivement, il y a un deuxième cheminement qui est plus long et qui lui va aller jusqu'au traitement cérébral, etc. En gros, si tu veux, voilà comment marche le phénomène de la douleur chez les humains, et ça, c'est ce qui a posé alors, la question de la douleur a été vraiment un gros débat sur les poissons, parce que, en fait, pour expliquer un tout petit peu plus en détail comment ça marche, en gros, tu vas avoir des fibres nerveuses de différents diamètres qui perçoivent la douleur, et tu as les A delta, et les A delta, c'est des fibres nerveuses qui détectent la douleur et qui transmettent très très vite l'information, et c'est ça qui fait l'arc réflexe. Ok. Mais ces phénomènes-là, en fait, eux, vont à la moelle épinière et reviennent. Poum poum, c'est un arc réflexe. Ça va très très vite, mais c'est pas eux qui transmettent la partie consciente de la douleur. Ce qui transmet la partie consciente de la douleur, c'est des fibres nerveuses de type C qui sont plus lentes, et c'est pour ça qu'en général, tu as mal bien après avoir retiré ta main. Si tu t'es brûlé, la douleur va arriver bien 1-2 secondes plus tard. Oui. Parce que, bon, peut-être pas tant que ça, mais il va y avoir un décalage, parce que c'est pas c'est pas les mêmes fibres nerveuses qui transmettent l'information. Or, ça a été le grand souci chez les poissons, c'est qu'au départ, quand on a fait des études, en fait, les poissons, alors, encore une fois, on parle de plus de 20 000, voire 30 000 espèces, selon ce qu'on englobe. Donc, il y a des variations. Par exemple, les poissons cartilagineux type requin, etc., n'ont pas les mêmes fibres nerveuses que les autres. Enfin, bon. Mais, globalement, on s'est rendu compte que leur proportion de fibres nerveuses de type C est extrêmement faible. Et c'est une des raisons pour lesquelles, au départ, on considérait qu'ils ne pouvaient pas ressentir la douleur subjectivement, parce que le chemin qui, chez nous, sert à transmettre cette douleur entre guillemets consciente n'existait pas. Donc ensuite on a trouvé des fibres nerveuses de type C, de type A delta, et manifestement, vu que leur cerveau est structuré différemment du nôtre et leur transmission nerveuse est structurée différemment d'une autre, visiblement il y a des fonctionnements analogues chez eux sans avoir forcément besoin de passer par des fibres nerveuses de type C. Bon, c'est compliqué, je rentre pas trop dans le détail, mais en gros, si on compare à l'humain, de prime abord, on aurait toutes les raisons de croire que les poissons ne peuvent pas ressentir subjectivement la douleur. Or, il s'avère que quand on fait des études comportementales, manifestement, ils ressentent subjectivement la douleur. On a vraiment maintenant beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là. Tu peux nous parler d'une expérience, justement, qui nous montre ça? Oui. Par exemple, il y a des études de Misop et Leining et ce travaux-là, où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, alors on va prendre le cas des poissons rouges, ils mettent les poissons rouges dans un aquarium. Là, je le fais de mémoire, j'espère que c'est pas de conneries, mais normalement c'est ça. Ils les mettent dans un aquarium qui est divisé en 3 parties. Et quand c'est divisé virtuellement, l'aquarium est en un seul bloc, mais pour les scientifiques, il est divisé en une partie de gauche, une partie du milieu, une partie de droite. D'accord. Et le poisson a le droit d'être dans une partie, imaginons la partie de gauche. Et s'il rentre dans la partie milieu ou la partie de droite, on lui applique un choc électrique directement sur la peau. Or, le poisson apprend très vite à éviter cette zone. Donc déjà, à long terme, il se souvient que cette zone est dangereuse, il y va pas. Bon, on a une modification de comportement relativement long terme. Ce qui est intéressant, c'est si on commence à mettre de la nourriture dans le 3e compartiment. À ce moment-là, on s'aperçoit que les poissons rouges, au départ, ne bravent pas les chocs électriques pour y aller. En revanche, plus le temps passe et plus ils ont faim et plus vraiment ils sont affamés, plus dans ce cas-là, ils ont tendance à rentrer à l'intérieur de ces zones-là malgré les chocs électriques. Donc, ils sont capables de compenser cette gêne-là pour un autre besoin. Donc plus ils s'affament, plus ils vont accepter le risque qu'ils refusaient au départ. On va avoir, il y a une étude qui est intéressante aussi là-dessus. En fait, des poissons, on leur injecte du venin dans les lèvres. Et en temps normal, quand tu mets un objet nouveau,
ces poissons-là fuient l'objet. Or, là, on prend ces poissons, on leur injecte un venin dans les lèvres et on les laisse dans l'aquarium. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'ils ne prennent plus du tout en compte le nouvel objet, voire qu'ils se cognent carrément dedans. Ce qui laisse sous-entendre qu'à ce moment-là, leur esprit est occupé à autre chose. Ils sont plus focalisés sur la nouveauté, donc ça laisse aussi sous-entendre que, à l'intérieur de leur tête, il se passe quelque chose qui occupe la totalité de leur attention à ce moment-là. Ok. Et puis, donc là, je suis vraiment sur la douleur, mais après, si on vient vraiment sur les d'autres émotions négatives, positives, on a des trucs très intéressants aussi. Mais il y a une autre expérience de Lynn Snedden qui a été faite sur des poissons zèbres, où en fait, elle les met dans un aquarium qui est divisé en 2 parties. Et tu as une partie qui est très enrichie, donc il y a des camarades poissons, il y a des algues, il y a des petits cailloux, tout ça. Et l'autre partie est complètement vide, avec une grosse lumière très brillante. Or, pour les poissons, ils vont se sentir très vulnérables s'ils vont dans cette zone. Donc en situation normale, ces poissons vont dans la zone enrichie avec leurs camarades à l'abri. Si on leur injecte à nouveau du venin dans les lèvres, les poissons restent dans cette zone-là parce qu'ils se sentent plus en sécurité. En revanche, si maintenant on dissout de la lidocaïne dans l'eau de la partie qui est brillamment éclairée et qui est vide, à ce moment-là, on se rend compte que les poissons zèbres ont tendance à changer de partie. C'est quoi la lidocaïne? C'est un anesthésiant. D'accord. Et donc on se rend compte à ce moment-là que les poissons sont prêts à payer un coût, c'est-à-dire se mettre en situation de risque, pour atténuer cette gêne manifeste qui est l'injection de venin dans les lèvres. L'injection de venin dans les lèvres. Si dans l'eau, on met de la lidocaïne, c'est-à-dire un anesthésiant où ils sentent plus, ils vont aller chercher la non-douleur, en fait, quitte à se mettre en danger. Ils vont aller dans la... Voilà, c'est ça, exactement. Ils vont aller chercher le médicament quitte à se mettre en danger. Et donc, tu gardes bien en tête que tu as d'autres théories des émotions à nous offrir. Mais du coup, Florence, quand on entend ça, éthiquement, ça nous fait réagir comment? Alors, on peut se poser la question effectivement, du caractère éthique de toutes ces expérimentations, quoi. Aussi, parce que je pense que c'est important aussi de savoir le coût éthique de ces expérimentations-là par rapport aux bénéfices qu'on peut tirer des résultats qui sont obtenus, quoi, en termes de connaissances. C'est compliqué pour le grand public d'avoir accès à ces informations-là. La plupart du temps, on estime que les poissons ne souffrent pas vraiment, ou il y a pas mal de personnes même qui estiment que les poissons ne sont pas vraiment des animaux. Ils ne les classent pas dans le règne animal. On le voit aussi avec certaines personnes qui sont pesco-végétariennes, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de produits animaux sauf des poissons. Alors il y a ce truc d'avoir une empathie qui est un peu moindre pour les poissons et les animaux aquatiques en général. Alors je sais pas si on aborde cette question tout de suite ou on peut en parler peut-être plus parce que ça mérite un développement quand même assez conséquent. Peut-être que ça peut finir avec les théories des émotions. Comme vous voulez, ouais, je peux. Et puis après, je te laisserai enchaîner. Et du coup, donc j'ai expliqué la théorie des émotions, donc qui est la théorie du corps affect, c'est-à-dire la théorie dimensionnelle, avec positif, négatif, excitant, pas excitant. On a une deuxième théorie pour ceux qui connaissent la série Lie to Me, avec comment il s'appelle, donc Cal Lightman. En fait, Cal Lightman de la série, il est totalement inspiré d'un vrai chercheur qui s'appelle Paul Ekman. Et Paul Ekman a développé une des théories qui s'appelle la théorie des émotions discrètes. Et il part du concept qu'en gros, il y a un certain nombre d'émotions de base, la peur, etc. Et que toutes les émotions complexes sont en fait des mix de ces émotions-là. Et ensuite, il y a les théories componentielles. Alors celles-là, elles sont un peu plus complexes, mais hyper intéressantes. Elles partent du concept que chaque émotion qui va être ressentie, en fait, est le résultat de tout un tas d'évaluations faites par l'animal, mais de manière inconsciente pour la plupart. Par exemple, ça va être des évaluations, est-ce que c'est prévisible ou non prévisible? Est-ce que je peux avoir un contrôle dessus ou pas avoir un contrôle dessus? Par exemple, si j'ai quelque chose de négatif sur lequel je peux avoir un contrôle dessus, je peux me mettre en colère. Si c'est quelque chose de négatif sur lequel je n'ai pas de contrôle, au contraire, je vais développer de la frustration. Par exemple, des animaux en élevage qui sont dans des situations sur lesquelles ils ne peuvent rien, physiquement, ils ne peuvent rien faire à la situation, et là, ils vont être dans un truc où ils n'ont pas de contrôle dessus, donc ils vont développer de la frustration plutôt que de la rage ou de la colère. Voilà. Ça, c'est des théories extrêmement intéressantes, et en l'occurrence, on a des indications par cette théorie-là d'existence d'émotions positives et négatives, peut-être bien subjectives chez les poissons. Il y a une expérience qui a été faite comme ça où ils ont habitué des poissons à avoir soit une récompense, de la nourriture, soit une punition, on les met à l'air libre. Et ensuite, soit c'est prévisible, c'est-à-dire il y a une lumière qui s'allume et à l'extinction de la lumière, on leur donne soit la récompense, soit la punition, ou alors imprévisible, c'est-à-dire que ça va se produire peu importe quand la lumière s'allume ou pas. Et si on évalue leur comportement et tout le fonctionnement chimique de leur cerveau dans des zones qu'on pense homologues à celles qui traitent les émotions chez les mammifères, etc.,
et ben on se rend compte que dans toutes ces situations, ils développent des profils très différents. Ce qui montre que leur évaluation de la situation, c'est-à-dire notamment est-ce que ça va être positif et est-ce que c'est prévisible, a une influence sur la façon dont ils vont émotionnellement réagir à cette situation. Donc ça, c'est des indices assez forts sur la possibilité de perception subjective des émotions, en l'occurrence. Ce qui veut dire que les poissons peuvent monter et mettre en place des stratégies. Oui, ouais, tout à fait. De toute façon, les comportements qu'on observe chez les poissons, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit lié aux émotions ou pas, sont très largement comparables à ce qu'on retrouve sur les vertébrés terrestres. Il n'y a pas à rougir. Quand on prend tout ce que les labres nettoyeurs sont capables de faire, honnêtement, il y a des mammifères, je suis pas sûr qu'ils le fassent. Oui, alors tu as quand même pas mal d'informations sur ce labre. Alors le labre, c'est un poisson, un petit poisson, qui a un métier particulier dans l'eau. Lequel? Oui, alors, pas prévu de parler de ça, mais ok. En gros, les labres nettoyeurs sont des poissons qui sont, comme leur nom l'indique, des nettoyeurs, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent en gros des peaux mortes et des parasites sur les autres poissons. Et ils montent des stations de lavage en harem avec un mâle dominant et plusieurs femelles. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a des clients qui viennent et ils vont manger les parasites, les peaux mortes, tout ça. Sauf qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont mises en place parce que ces labres ont une gestion de leur station de lavage excessivement complexe, puisque tu vas avoir, par exemple, selon les clients, tu vas avoir des clients qui sont des prédateurs, d'autres qui sont pas des prédateurs. Donc les labres vont faire très attention de ne pas fâcher les prédateurs. Alors comment ils pourraient les fâcher? Simplement parce que les poissons ont du mucus qui est très nutritif, et les labres aiment bien mordre leurs clients pour manger le mucus. Et les clients aiment pas du tout ça. Et si c'est un prédateur, on va dire que la punition, elle risque d'être un coup de dent, merci, au revoir. Surtout qu'en général, les labres sont beaucoup plus petits que leurs prédateurs. Donc, en général, les labres ont plus tendance à tricher sur des poissons végétariens que des poissons carnivores. En plus, ils font très attention aussi à est-ce que le poisson a plusieurs stations de lavage sur son territoire, enfin le client, ou est-ce qu'il n'en a qu'une? Parce que ceux qui en ont plusieurs, s'ils attendent trop longtemps que les labres finissent le client d'avant pour venir s'occuper d'eux, ils vont partir à une autre station de lavage et faire marcher la concurrence. Donc c'est pour ça que les labres mémorisent tous les poissons avec lesquels ils ont des interactions pour se dire « Ah, lui, il a un grand territoire, donc il risque de partir, donc il vaut mieux que je le fasse passer en premier. » Alors ça, on l'entend un peu comme une anecdote, mais c'est des études qui ont été très sérieuses, qui ont été menées, on est d'accord? Ah oui, on a même ensuite, on a ramené des labres sauvages en labo et on a développé une étude comparative de ce type de comportement sur une tâche un peu détournée et on les a mis en compétition avec des grands singes, avec des orang-outans, des chimpanzés et c'est des capucins, des singes capucins. Et les labres ont fait nettement mieux que ces trois primates. Mais simplement parce que c'était une tâche qui correspond beaucoup mieux à leur mode de vie. Mais c'était une tâche cognitive où ils ont éclaté les primates. Puis éclaté comme il faut. Florence, alors du coup, on peut revenir à la pensée que tu voulais développer tout à l'heure. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça vraiment passionnant. Les stratégies qui sont mises en place. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent nié par les personnes qui rejettent l'idée que les poissons sont sentients ou que les animaux aquatiques, d'une manière générale, sont sentients. Mais même au-delà des animaux aquatiques, il y a aussi sur d'autres animaux, on leur refuse souvent le fait d'avoir des projections comme ça, de mettre en place des stratégies, de se projeter, de faire des choix, etc. Donc il y a toujours ce vieux schéma qui est un petit peu de plus en plus obsolète quand même, hein, mais qui est toujours un petit peu là dans la contestation de l'éthique animale et de ses implications, où on va admettre que d'un côté il y a l'humain qui est un être de raison, qui réfléchit, qui se projette dans l'avenir, qui est capable d'abstraction, et puis de l'autre côté tous les autres animaux en un seul groupe indistinct, qui seraient des êtres poussés par des pulsions, qui agissent uniquement par réflexe, qui sont des êtres d'instinct. Voilà, donc il y a cette grosse séparation là, comme je disais, bon, elle est quand même de plus en plus considérée comme n'étant pas pertinente, mais il y a encore une opposition qui est assez forte et qui s'appuie sur ce vieux schéma, quoi. Il y a des domaines du coup qui appuient quand même la reconnaissance de la sentience de plus en plus. Alors certains qui datent pas d'hier, parce que par exemple la théorie de l'évolution, elle permet de révéler la parenté entre tous les animaux et humains inclus, hein, et qui du coup permet de voir les similitudes physiologiques, psychologiques. Il y a l'éthologie aussi, l'étude du comportement des animaux, qui rassemble quand même pas mal de données, qui permet de voir plus clair sur les comportements individuels ou collectifs des autres animaux. Et puis toutes les neurosciences, voilà, qui permettent aussi d'avoir une idée plus précise
des fonctionnalités cérébrales, des facultés de perception, des émotions, qui établit des comparaisons entre les systèmes nerveux et les capacités cognitives de différents animaux. Enfin voilà, donc ces domaines d'études-là permettent quand même d'avoir d'appuyer un petit peu l'idée de sentience et de rejeter cette image, cette espèce de dichotomie, de dualité là entre l'humain pensant, raisonnable, et puis les animaux qui agissent par réflexe, quoi. Ce que je veux dire, c'est je pense que justement il y a vraiment un lien aussi avec la scala naturelle, c'est-à-dire le fait d'avoir des vertébrés inférieurs. Les poissons sont des vertébrés inférieurs, des vertébrés supérieurs, et en haut il y a l'homme, comme si l'homme était un état de complétude. L'homme a toutes les capacités au niveau maximal, et ensuite tous les animaux sont des humains en moins bien. Or de ce qu'on se rend compte sur tous les comportements, c'est qu'en fait sur plein de tâches, il y a plein d'espèces animales qui nous plient sur un coin de table. Simplement parce que on se rend compte que tous les animaux développent des capacités dont ils ont besoin pour s'en sortir dans des situations. Il y a les oiseaux qui cachent des graines et des trucs comme ça ont des mémoires à long terme qui pulvérisent les nôtres. Et puis c'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste que eux en ont plus besoin que nous, et puis nous on va avoir des aptitudes de langage qui sont supérieures à la quasi-totalité des autres espèces, même à la totalité des autres espèces a priori, parce que on en a besoin dans notre mode de vie social et tout. Et point, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui lie aussi à l'histoire de la sentience et des émotions, c'est que techniquement, les émotions servent très certainement à ce qu'un organisme, un individu, évite des situations négatives et favorise la recherche de récompenses. Donc, on pourrait se douter que c'est quelque chose qui émerge très très tôt au niveau évolutif. C'est une des solutions, c'est que ça a vraiment émergé très tôt. Après, est-ce que la conscience de ces émotions a émergé tôt, c'est une autre question. Mais le fait d'avoir des états affectifs au départ, oui, ça a probablement émergé très très tôt. D'ailleurs, Florence faisait référence à Darwin, mais Darwin, il a même carrément écrit un bouquin qui s'appelle Les émotions des hommes et des animaux, où il tire des comparatifs, où il met en place, c'est encore une fois lui qui a mis en place une probabilité d'utilité évolutive de ces phénomènes-là, et à remettre en gros cette question en disant, en fait, il est probable que les émotions fassent partie de tout le fonctionnement cognitif des animaux et que tous les animaux en soient pourvus. Pour rebondir encore sur ce que disait Laurence quand elle parlait de l'humain qui est rationnel, tout ça, en réalité, en science, on sait très bien que l'humain n'a rien de rationnel. Toutes les prises de décision, la mémorisation, tout le traitement cognitif de l'information est lié au système des émotions. On sait très bien que, par exemple, on mémorisera toujours beaucoup plus facilement un événement positif ou négatif qu'un événement neutre. C'est-à-dire, des gens qui ont vécu des traumatismes s'en souviennent toute leur vie. Alors que le repas qu'ils ont fait il y a 3 semaines le soir dans une journée totalement normale, ils s'en souviennent pas du tout. Donc, tout le traitement qu'on va faire est lié à nos émotions. Et c'est parce qu'il y a eu une utilité évolutive à un moment ou à un autre. Donc, il est probable que ce truc-là, on le retrouve partout. Et les poissons sont face aux mêmes défis que tous les autres animaux, en fait. C'est pas parce qu'ils sont dans l'eau qu'ils ont moins de défis. Donc il est normal, il faut qu'ils trouvent de la nourriture, il faut qu'ils trouvent un compagnon ou une compagne, il faut que ils ont les mêmes défis que les vertébrés terrestres. Donc il n'y a pas de raison, si les vertébrés terrestres ont des émotions subjectives, il n'y a pas de raison que les poissons n'ont pas, d'un point de vue. Oui, on parlait tout à l'heure des réactions qui ne sont pas conscientisées, mais c'est pareil là on aborde la question des biais cognitifs aussi, ou des heuristiques de jugement, où on prend des décisions qui sont pas forcément conscientisées. On voit un phénomène, on agit dans l'urgence, et c'est effectivement des mécanismes qui ont été utiles à un moment donné pour la survie. Typiquement, voir tout le monde courir dans un sens, ne pas savoir pourquoi, et quand même rejoindre le mouvement et courir dans le même sens, parce que même sans conscientiser, on estime qu'il y a forcément une raison, qu'il y a un problème, et voilà. C'est ça, en réalité, tu ne conscientises pas la moitié de ce que tu voilà. conscientises. La plupart du temps, on se contente de justifier ce que notre cerveau il a déjà décidé. Hein. On rationalise plus, oui. On a tendance à justifier nos comportements après coup. Ouais. Les gens donc ne savent pas ce qui se passe sous le niveau de l'eau. Il y a probablement 2 raisons à ça. D'abord, c'est compliqué pour nous aujourd'hui de survivre sous l'eau. On ne sait pas faire, on ne sait pas y respirer, donc on ne sait pas aller y communiquer. Ça, c'est la première des notions. On pourrait peut-être voir justement le fait que les êtres humains n'arrivent pas à concevoir ou comprendre. Il y a c'est peut-être lié au milieu, en fait, qu'on ne partage pas. Et puis, tu parlais tout à l'heure de Paul Ekman. Paul Ekman, c'est lui qui avait montré les visages, les émotions sur les visages. Oui. Et donc, le rapport à ces poissons, ça me fait aussi penser qu'un poisson, c'est compliqué de voir quand il souffre. Tu parlais tout à l'heure l'exemple d'un poisson dans le bocal, on lui met un anesthésiant.
le venin dans la lèvre, je suis pas persuadé qu'il sache le montrer que c'est dégoûtant, que ça lui fait mal. Alors, on observe des comportements, mais la question c'est comment est-ce que on peut être sûr que c'est bien ça. Par exemple, sur les poissons à qui on injecte du venin, on les voit se frotter les lèvres contre les parois, on les voit se frotter les lèvres contre les graviers de l'aquarium, alors que c'est un comportement qu'ils ont pas ou peu en temps normal. Donc, c'est des indices comportementaux qui vont dans ce sens-là quand même. Ok, donc visiblement, il y a des comportements qui nous montrent clairement qu'il y a une souffrance ou qu'il y a une volonté de se sortir de cette souffrance puisqu'ils sont capables d'aller vers l'anesthésiant. Florence, en termes de visibilité des émotions, en termes de milieu, on est quand même tellement différents. Est-ce que c'est ça qui marque le pas Alors aussi? en fait, ouais, bon là c'est vrai qu'on parle d'un cadre de l'expérimentation scientifique et c'est un petit peu différent, je pense, pour le grand public parce que on n'a pas cette observation, tout ce protocole en fait qui permet d'observer les éventuelles réactions à la douleur, etc. C'est vrai que quand on est confronté en tant que grand public lambda aux poissons, on n'a pas vraiment d'expression faciale visible et on n'est pas confronté à des cris audibles non plus. C'est-à-dire que je pense que si les poissons pouvaient hurler et qu'on puisse les entendre, ce serait pas vraiment la même ambiance sur les chalutiers. Ce serait pas non plus la même ambiance au bord de la Seine, quoi. Pour les gens qui pêchent, qui pratiquent la pêche. Donc, je pense que ça n'aide pas. C'est parce que bon, il y a l'un des facteurs déterminants dans la considération morale qu'on accorde aux autres animaux, c'est quand même la perception de leur capacité à souffrir. Et si cette perception, elle est limitée par nos biais d'anthropomorphisme un peu, où on a besoin d'avoir une proximité quand même pour faire le lien avec d'autres animaux. Si cette perception elle est limitée, fatalement, on va avoir une empathie qui est bien moindre. Donc ça a été montré aussi par pas mal d'études. Je pense à Bastian, Lofnan, par exemple, qui ont montré qu'effectivement, il faut qu'il y ait cette perception de la capacité à souffrir pour accorder de la considération morale, quoi. En plus, juste un truc, ce qui est intéressant, c'est que en plus, quand tu as affaire à des animaux qui peuvent être des proies, ce sont des animaux qui ont tendance à ne pas montrer la douleur. Oui. Pour ne pas être encore plus des victimes. Ce qui fait que dès qu'on va avoir des animaux qui sont en plus par nature des proies, il y aura encore moins de comportements visibles, même en cas de blessure. Alors ça, on observe aussi... Pardon. Non, vas-y. J'y pense, ouais, on l'observe aussi chez les chevaux, ça même, qui... parfois avec des blessures très très graves et parfois des fractures ouvertes, juste s'arrêtent. Le seul signe visible de douleur, c'est les oreilles en arrière éventuellement, mais il n'y a pas de cri. Enfin, c'est vrai que les humains vocalisent beaucoup quand ils sont en souffrance, avertissent les autres, ça a une utilité par rapport au groupe et tout, mais c'est vrai qu'en tant que proie, c'est plutôt un inconvénient de se rouler par terre en hurlant, quoi. Donc, effectivement, on n'a pas du tout les mêmes réactions et les mêmes mécanismes, quoi. Et c'est ça qui a permis, par exemple, on voit beaucoup en matière de pêche dire, moi j'ai vu des poissons qui étaient, par exemple, une des études qui ont été utilisées pour dire au départ du débat, non, les poissons ne ressentent pas la douleur. C'était une étude sur un balisage sur des poissons, c'est-à-dire qu'il leur greffait une balise et ensuite il les récupérait un peu plus tard pour vérifier où ils en étaient. Et en fait, il y a des poissons pour lesquels ça s'est hyper gravement infecté. Et les poissons ne présentaient aucun comportement qui avait l'air de... alors que si ça avait été des mammifères, ils auraient été en train de souffrir le martyre. Et les poissons faisaient comme s'il n'y avait rien. Mais le problème, c'est que cette étude, en fait, évalue pas en détail tous les comportements, le comportement normal, le comportement après, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des poissons qui montrent très très peu de comportement de douleur. Les requins, typiquement, il y a certains requins qui ont dans leur espèce de rituel d'accouplement, ils se mordent extrêmement violemment. Et puis c'est des requins, donc ça déconne pas quand ça mord. Et pourtant, on voit peu de réaction de l'autre. Donc c'est aussi ça qui, pendant longtemps, a laissé sous-entendre que les poissons ne sentaient pas la douleur, parce que si on va pas vraiment chercher en détail puis en plus, ils ont pas les mêmes, le comité du cerveau est pas structuré pareil. Donc en plus, quand on regarde, on voit pas les mêmes éléments que chez nous. Il y a plein de poissons qui montrent pas des réactions très prononcées. On peut se dire, ah ouais, non, quand même. Et c'est vrai que c'est pour ça que les études en labo peuvent poser vraiment des grosses questions éthiques, et c'est clair. Et en contrepartie, si on n'avait pas ces travaux-là, les arguments qui iraient dans le sens que les poissons ne ressentent pas la douleur seraient les arguments les plus forts. C'est vrai que, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut s'interroger sur le caractère éthique des expérimentations, mais c'est vrai que ça apporte aussi des données qui permettent d'aller dans le sens aussi de la considération pour la souffrance, quoi. Enfin, ouais. C'est super compliqué. Tu vois, l'exemple classique, récemment, donc Victoria Braithwaite, qui est la personne qui a fait qui a fait l'étude où ils ont découvert sur le nez, le visage détruit, les fameux nocicepteurs qu'on cherchait depuis longtemps.
Victoria Brecheret est décédée, je crois, l'année dernière. Et du coup, dans le milieu animaliste, il y a eu beaucoup de trucs. Ah oui, c'est grâce à elle, etc., etc. J'ai vu pas mal de choses sortir comme ça. Alors, c'est des études, hein, je prends pas, j'ai pas de parti pris dessus, mais l'étude, ils ont pris des truites, ils les ont anesthésiés, ils leur ont retiré la peau du visage pour mettre des cathodes directement sur les nerfs. Ouais. Donc, sur des animaux qui sont endormis. Soyons clairs, les animaux sont vraiment complètement endormis. Ensuite, ils les ont jamais réveillés. Ils ont augmenté la dose d'anesthésiant, ils les ont tués comme ça. Mais quel était l'intérêt pour le coup? Justement, découvrir la présence des nocicepteurs, parce que jusque-là, les études précédentes disaient il y a pas les éléments pour ressentir la douleur. Et c'est cette étude-là qui a montré pour la première fois que les truites possédaient effectivement les récepteurs de la douleur sur le visage, autour des lèvres, autour des yeux en priorité. C'est-à-dire que on est parfois obligé d'être très limite, encore une fois, en tant qu'humain, et d'être dans une expérimentation animale. C'est super compliqué. Moi, je suis souvent en grand, tu vois, il y a plein d'études, je me dis, je les utilise pas, parce que moi, elles me dérangent, mais en même temps, elles apportent un gros savoir. Très compliqué. Ouais. Florence, on peut faire comment avec ça? On nage en plein spécisme, hein, si je veux dire. C'est-à-dire qu'on tolère de provoquer certaines nuisances vis-à-vis d'êtres qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine, qu'on n'accepterait certainement pas de produire sur des humains. Donc effectivement, hein, c'est du spécisme. C'est vrai que je m'interroge beaucoup moi sur le fait, j'ai l'impression qu'on prend un peu les choses à rebours, hein, parce que justement quand on a conscience de ce qu'est l'évolution, ou en tout cas quand on a une idée de ce qu'est la théorie de l'évolution, moi il me semblerait que ce serait plus logique, en tout cas plus raisonnable, de partir du principe que les poissons sont sentients et ensuite de se dire peut-être que non, et non pas de partir du fait qu'ils soient pas sentients et de se dire en fait peut-être que oui. Essayez de le démontrer. Ouais, moi j'ai plutôt l'impression qu'on part un peu à l'envers. En même temps, je suis pas du tout spécialiste de la question, mais d'un point de vue évolutif, ça me paraît plus raisonnable de penser qu'ils sont sentients. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le fait que biologiquement, on peut totalement se passer de consommer des poissons. Ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure parce que c'est aussi une idée reçue qui est assez ancrée. Le fait qu'on puisse s'abstenir complètement, on pourrait se dispenser de ces expérimentations-là, mais il faudrait qu'il y ait une volonté politique, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience, de réduction de la souffrance et tout. Ça implique beaucoup d'autres choses qui sont très très compliquées à mettre en place. C'est le truc, c'est qu'on est dans une société qui a un certain ordre établi, etc., et certaines normes, et tu peux idéaliser au maximum le fait qu'il faut travailler avec ça sous la main. Pour reprendre ce que tu disais sur le fait de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de considérer qu'ils sont sentients, etc., d'un point de vue du principe du doute, dans l'incertitude, tu ne peux pas prouver que quelque chose n'existe pas, tu peux juste prouver que quelque chose existe. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours de ce qu'on appelle la nulle hypothèse, l'hypothèse nulle, qui est la chose n'existe pas et maintenant on va apporter des preuves pour montrer qu'elle existe. Or, si tu pars d'un point de vue que la sentience existe et que tu dois démontrer qu'elle n'existe pas, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué dans l'autre sens, quoi. Parce que voilà, c'est pour ça que c'est fait dans ce sens-là. Ouais. Après, non, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire dans un contexte où on cherche à réduire la souffrance des individus qui sont susceptibles de ressentir de la souffrance, s'il y avait déjà cet acquis-là, et en sachant qu'on n'est pas obligé de consommer des poissons, on pourrait tout à fait se dire ok, on se dispense de ces expériences qui sont invasives, qui sont source de nuisances, et puis on arrête tout. Mais effectivement, c'est très très idéaliste, ça fonctionne absolument pas comme ça. Ça commence un peu, hein. Il y a de plus en plus de tests sur les différents types d'analgésiques sur les poissons, ce qui marche le mieux, parce que c'est pareil, comme le cerveau n'est pas structuré exactement pareil, les molécules n'agissent pas exactement de la même manière. Et il y a de plus en plus de tests. Alors, encore une fois, hein, c'est très spécifique, etc. mais voilà, à savoir que il y a encore peu de temps, les poissons étaient, t'as plein de normes, t'as plein de réglementations anglo-saxonnes, etc., où les poissons ne sont même pas rangés dans la catégorie animaux pour les expérimentations. Maintenant, c'est complètement en train de changer. Maintenant, il y a il commence à y avoir de plus en plus des obligations d'anesthésie, etc. Donc, mais on les met dans quelle catégorie si on les met pas dans la catégorie Non, mais c'est en fait dans les réglementations. C'est-à-dire que t'as des animaux pour lesquels t'as des réglementations, puis des animaux pour lesquels démerdez-vous tout seul, quoi. Il n'y a pas de limite, c'est ça. Ok. Alors là, on est en train de parler de choses. Oui, évidemment, on peut pas faire autrement que démontrer ce qu'on cherche, et donc scientifiquement, on va faire des études. Maintenant, il s'agissait dans cette émission de se demander en fait
quel impact le rapport à la sentience, le rapport à la cognition et visiblement à la capacité à la stratégie que tu nous démontrais, Sébastien, quel impact ça peut avoir aujourd'hui sur la pensée des personnes qui nous écoutent, jusqu'où finalement les personnes vont aller dans leur prise de conscience en entendant ces informations. Vous deux, vous êtes souvent en contact avec le public, vous les amenez souvent à prendre conscience. Est-ce que vous avez remarqué que les gens changent quand ils vous écoutent? Les autres, chez les autres animaux en général, en fait, c'est vrai qu'il y a comme je disais tout à l'heure, pour accorder de la considération morale à un individu, la perception de sa capacité à souffrir, elle est vraiment déterminante. Donc parler de la sentience, pour moi, c'est une vraie utilité dans la mesure où on va pouvoir amener une information qui est souvent complètement ignorée, alors pour différentes raisons, hein. Et ça va permettre de d'avoir une prise de conscience et donc de réduire la souffrance via un changement, une adaptation de comportement, quoi. Là, typiquement, ça va être le fait de ne plus considérer les poissons comme des ressources inertes, le fait de considérer leur individualité, leur cognition, leur capacité à ressentir la douleur, etc. Mais il faut voir que cette considération pour les autres animaux en général et pour les poissons en particulier, parce que il n'y a pas de, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de cri audible, il n'y a pas d'expression faciale vraiment visible chez les poissons ou les crustacés ou même les céphalopodes aussi, hein. On a rarement l'interprétation assez claire des expressions des poulpes ou des pieuvres, quoi. C'est compliqué. Cet état d'esprit vient pas de nulle part. Il y a des études qui montrent que le simple fait de catégoriser un autre animal comme étant de la nourriture, c'est en soi un critère, hein, qui fait qu'on réduit sa capacité à ressentir de la douleur et du coup on lui accorde moins de considération morale. Donc ça marche aussi avec les vaches, avec les moutons, avec d'autres animaux. Et on ressent aussi plus d'empathie pour les animaux qu'on juge mignons. Donc ça a tendance à être le cas, on le voit avec les petites boules de poils, donc les chats, les chiens, les bébés animaux, tout ça. Et c'est vrai que les animaux aquatiques sont encore mal placés parce qu'on a tendance à considérer que les poissons, les crabes, par exemple, les homards ou les poulpes n'entrent pas du tout dans la catégorie mignon, quoi, hein. C'est assez compliqué pour le grand public, en tout cas, de considérer que ces animaux sont vraiment attachants, attirants, etc. Donc c'est un biais direct chez tout le monde pour supporter ou pour accepter l'idée finalement de les dévorer. On coupe le robinet de l'empathie. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre. Alors c'est ce qu'on appelle aussi le paradoxe de la viande. Et quand on dit viande, c'est la chair animale, donc ça inclut les poissons. C'est un phénomène qui est étudié en psychologie et qui décrit la contradiction qu'on a entre le fait d'aimer manger de la chair animale et le fait de ne pas vouloir, de ne pas aimer infliger de la douleur ou tuer des animaux sentients, quoi. Donc on se retrouve dans une situation de dissonance cognitive, c'est-à-dire d'inconfort psychologique qui est pas forcément conscient d'ailleurs, mais c'est lorsque nos actes entrent en contradiction avec nos valeurs. Et pour régler cette dissonance cognitive, il y a plusieurs mécanismes qui viennent se mettre en place et souvent on va nier les capacités cognitives des animaux qu'on mange. On va nier leur richesse mentale, on va nier leur capacité à ressentir des émotions. Et puis voilà, on va trouver tout un tas de justifications. Il y a des études qui ont montré qu'il y a 4 justifications principales qui englobent l'immense majorité des raisons qui sont données par les gens. C'est le fait que ce soit naturel, normal, nécessaire et agréable. Donc voilà, ces 4 critères-là, ils font qu'on a tendance à voilà, justifier notre consommation des autres animaux comme ça. Il y a aussi quelque chose qui n'aide pas, c'est la publicité, parce que faut voir que l'exploitation animale, elle est bien sûr rattachée à une économie. Il y a des filières commerciales et qui souvent communiquent avec plein de mécanismes aussi qui font un peu mieux passer la pilule. Par exemple, c'est les bâtonnets de poissons qui sont complètement abstraits, qui ne ressemblent plus du tout à l'individu. Donc c'est de la nourriture qui ressemble plus vraiment à l'animal d'origine. C'est aussi... Oui, c'est pas un poisson, c'est du poisson. Oui, c'est une espèce de pâte en vrai, hein. C'est une agglomération de chair un peu abstraite, panée. Voilà, c'est comme les bâtonnets de crabe. On ne sait plus trop ce que ça veut dire. Puis il y a aussi ce phénomène de suicide food, hein, c'est-à-dire des animaux qui carrément sont contents d'être mangés, contents d'être passés à la casserole.
il y a un groupe de grande distribution qui avait fait une pub comme ça, qui disait que tous les poissons rêvaient de finir en bouillabaisse, voilà, pour faire la promotion d'un plat préparé. Enfin bon, ça peut aller très loin. On a aussi les petites mascottes. Souvent c'est du marketing aussi qui est destiné aux enfants et qui montre des poissons qui sont très contents sur les logos, très contents d'être mangés, qui jouent en fait sur justement le fait que les animaux ne seraient pas, qu'il n'y aurait pas de préjudice en fait à les tuer, à les consommer, etc. Forcément, c'est pas très vendeur de marquer sur les paquets, d'indiquer sur les packaging, sur les emballages la réalité de ce qui se passe, de montrer le cadavre de l'individu, etc. Ce serait pas forcément hyper vendeur. Donc c'est vrai qu'il y a tout un marketing qui s'est développé comme ça, qui concerne aussi les autres produits. C'est un peu le principe des vaches qui rigolent sur certains produits. C'est un peu la même idée. Sébastien, du coup, en tant que vulgarisateur, en particulier avec un ouvrage comme Les paupières des poissons, dont l'autrice Fanny Vaucher et toi-même avez été primés d'ailleurs, Oui. par le prix Maya en 2019. Est-ce que tu remarques avec des ouvrages de la sorte une transformation des mentalités ? Est-ce que tu remarques que finalement cette vulgarisation, elle permet aux gens de mieux saisir le monde dans lequel ils vivent ? C'est dur à dire parce que j'ai pas accès à tous les gens qui l'ont lu. J'ai eu des retours de personnes qui m'expliquaient qu'ils l'avaient fait lire notamment à j'ai une fille qui m'a raconté que son père était pêcheur et avait arrêté la pêche après ce bouquin. Après, je sais que, comme on le disait tout à l'heure, la plupart des prises de décision sont pas rationnelles. Donc, ça fait partie des éléments, à mon avis, qui sont importants. Notamment le fait de le raconter sous forme d'histoire, parce que l'humain aime bien les narrations, et parce que justement, une autre chose qui fait que on prête plus de sentiments et plus de choses à nos chiens, à nos chats, c'est qu'on les voit agir dans la vie de tous les jours. Alors que les vaches et cochons déjà beaucoup moins, alors les poissons juste absolument jamais, ou très peu dans ces aquariums avec des comportements qui sont extrêmement bridés. Par conséquent, ça aide, je pense, dans le fait de pouvoir se dire « Ah bah ouais, j'ai vu un poisson, il faisait ça », et on a plus de facilité à imaginer quel est leur univers et donc à s'y projeter dans la limite du raisonnable, on va dire, parce que projeter un humain dans une situation de poisson, c'est mais ça permet, je pense qu'en tout cas, ça aide. Est-ce que à ça tout seul, ça peut produire des changements ? Peut-être pas tout seul, mais en tout cas, je pense que ça fait partie des éléments de réponse. Et surtout, le fait que ce type de savoir se diffuse le rend aussi difficilement évitable par le monde des décideurs. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a commencé à voir les premières études qui indiquaient quand même assez fortement qu'il était probable que les poissons ressentent subjectivement la douleur, au départ, elles étaient quand même sous le feu des critiques, elles n'étaient pas très bien considérées, etc., etc. Et puis maintenant c'est plus le cas, c'est-à-dire que maintenant ça a été diffusé, ça a fait beaucoup parler. On a des gens comme Callum Brown, comme Lynn Snedden qui sont des chercheurs de premier plan qui ont mis ça sur le tapis en disant maintenant il faut qu'on arrête les conneries, on a suffisamment de preuves et on se rend compte que tous les professionnels commencent à prendre ça en compte. Et le fait que ce soit diffusé dans le grand public, dans ces choses-là, que ce savoir soit de plus en plus connu, fait qu'on ne peut plus prétendre d'ignorance. Et je pense que ça a une importance aussi sur ce côté-là. Récemment, on a un truc comme ça qui a été un énorme choc, c'est que nos labres nettoyeurs ont passé le fameux test du miroir. Et le fameux test qui était qui était considéré comme étant, c'est un test qui est critiqué, mais qui est souvent mis en avant comme étant le test absolu de la conscience de soi, qui prouve qu'un animal a conscience de lui. Et seuls les grands mammifères pouvaient d'ailleurs y répondre. Ah ouais, et encore, dans une très faible limite. Dans une très très faible limite. Et chez ceux qui réussissent, même chez ceux qui réussissent, les chiffres, c'est pas 100%, loin de là. Chez les chimpanzés, on est loin de 100%. Et par contre, lui, le labre et les labres, en fait, ils ont fait le même test, c'est-à-dire vérifier si le labre peut reconnaître quand on le fait une tache dessus. Est-ce que quand il se voit dans le miroir, il va essayer d'enlever cette tache? Je ne rentre pas dans tous les détails du protocole, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en gros, on se rend compte que c'est le cas. C'est-à-dire que le labre se met devant le miroir, voit qu'il a une tache sous le menton, descend sur les graviers, se frotte et revient se mettre devant le miroir pour vérifier si le truc est parti. On a un très beau passage de test. Alors, la conclusion d'étude, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en général, quand c'est sur des mammifères, des dauphins, des trucs comme ça, avec des résultats même moins bons, on va dire, a priori, on peut dire qu'il y a probablement une conscience de soi. La conclusion de l'étude sur les labres, c'est, le test du miroir évalue peut-être pas la conscience de soi. C'est marrant, comme selon le taxon dont on parle, c'est plus les mêmes réponses. Mais c'est incroyable. Le fait est que je suis d'accord
d'accord avec cette conclusion. Je pense que le tasi-miroir n'est pas aussi probant que ça. Mais c'est intéressant que c'est parce que c'est un poisson qui a réussi que c'est plus le même truc. Mais en ce moment, on a beaucoup de travaux super intéressants qui sortent sur les poissons et même sur les émotions. L'année dernière, ils ont beaucoup parlé des travaux d'une Française, Chloé Lobu, qui a montré les relations, l'impact que pouvaient avoir les relations entre guillemets amoureuses chez les poissons sur leurs émotions et sur leur comportement. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris des poissons donc il y a des poissons qui vont élever leurs petits en couple et il y aura une forte aide parentale des deux parents. Et ils ont montré, par exemple, que si une femelle ne peut pas choisir le mâle qu'elle préfère, et ben les relations entre les deux vont mal se passer à long terme. Il y aura beaucoup plus de bagarres. La femelle il y aura de moins bonne survivabilité des petits. Il y aura une moins bonne fécondité. Enfin, ça se passera assez mal. Alors que si elle est avec le mâle qu'elle préfère, eh ben ils vont avoir une très belle vie de couple. Et surtout, ils ont fait des tests qu'on appelle des tests de biais du jugement, qui sont des tests en fait qui servent à évaluer si des animaux sont dans des états affectifs optimistes ou négatifs, optimistes ou pessimistes. Ça devrait impacter leur comportement. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est optimiste aura une plus forte tendance à prendre des risques que quelqu'un qui est pessimiste, parce que c'est quelqu'un qui va se dire, bah non, si je fais ça, ça va foirer. Et donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on habitue des animaux à, par exemple, imaginons que devant vous, à gauche, je mets un carré vert, à droite, je mets un carré rouge. Le carré vert, si vous y allez, il y aura toujours une récompense. Le carré rouge, il y aura toujours une punition. Ok. Maintenant, si on laisse les individus neutres arriver dans cet endroit, et ensuite on fait tous les gradients du rouge au vert. Donc, je sais pas, on va avoir rouge, rouge un tout petit peu vert, 50% rouge, 50% vert, beaucoup de vert, un petit peu de rouge, et que du vert. Voilà, on a toutes ces couleurs-là. Et donc là, on a des stimuli qui sont un peu ambigus, tu vois, entre les deux, on sait pas trop. Des individus neutres, ils vont aller, 50% du temps, ils vont aller sur celui du milieu, enfin, voilà, ils vont prendre une moyenne de risque aux alentours de celui du milieu. Maintenant, si tu leur fais vivre une situation négative, et ben on se rend compte que ces individus ne prennent très peu de risques. Ils vont pas trop vers les stimuli ambigus et ils préfèrent rester vers ceux qui sont uniquement verts. Les individus qui, au contraire, ont eu des expériences positives vont avoir tendance à aller beaucoup plus vers du côté négatif pour voir un peu si on n'aurait pas une chance que ça marche quand même dans les simulations ambiguës. Et ils ont fait ce test avec les poissons. C'est une des premières fois où ils ont testé les biais de jugement qui sont beaucoup testés sur les animaux, et notamment les animaux d'élevage. Les moutons étaient beaucoup testés là-dessus. Ils l'ont transmis sur les poissons et on se rend compte que les femelles qui sont avec le mâle qu'elles n'aiment pas développent des biais pessimistes, alors que les femelles qui sont avec les mâles qu'elles aiment bien développent des biais optimistes. Donc on voit qu'en plus, visiblement, le fait d'être avec un compagnon choisi a l'air d'augmenter les états affectifs positifs chez ces poissons. C'est super marrant comme truc, quoi. Impressionnant. Bah, c'est marrant, oui, parce que toi, tu trouves ça super excitant dans ta vie. On sent bien que tu aimes ça. Aller chercher comme ça. Mais moi, je me dis, mais bon sang quand même. J'aimerais qu'on prenne des raccourcis. Je me dis, mais on voit pas que c'est évident. C'est-à-dire qu'on a besoin de se prouver. Oui, ça nous rassure, encore une fois. Mais on voit pas que c'est évident et qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre façon de concevoir les autres individus de la planète. Moi, toute objectivité, on va dire, c'est particulier parce que moi, j'ai vu tellement de travaux. Par exemple, tu vois, tu as d'autres travaux de la théorie de l'évaluation, tu sais, où je disais tout à l'heure, est-ce que la situation est contrôlable, pas contrôlable, machin, etc. Il y a une thèse qui a été faite où ils ont essayé de prendre un de ces critères, qui est un des critères les plus complexes, et qui est le critère de sensibilité au changement d'une récompense. C'est-à-dire, par exemple, je te donne des récompenses très grosses, très grosses, très grosses, et d'un coup, une toute petite. Et là, il va y avoir des comportements de déception. Parce qu'il y avait une attente, et il y a un échec à l'attente. Ça, par exemple, on l'a démontré chez les moutons. Les moutons ont une réaction assez violente si tu leur donnes des grosses récompenses et que du coup, tu fous une récompense toute petite. Au contraire, il y aura des réactions super excitées si tu fais l'inverse. Petit, 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 gros. Ouais! Donc, tu as des modifications comme ça. Il y a une thèse qui a été faite. Je te retrouve bien là, Sébastien. Oui. Il y a une thèse qui a été faite, alors qui n'a pas été publiée dans des grandes revues et tout, mais le maître de thèse, c'est Michael Mendel, qui est juste un des gros monstres de ce domaine. Et on se rend compte que, par exemple, les poissons qui ont été testés, qui, si je me souviens bien, sont des poissons zèbres, on n'a pas réussi à démontrer qu'ils étaient sensibles à ça. Mais l'une des suppositions, c'est que le protocole n'est pas adapté finalement aux poissons zèbres. Mais le fait est que, à l'heure actuelle, par exemple, tu vois, les travaux qui auraient marché sur des moutons ne marchent pas sur les poissons. Donc, il y a plein de choses qu'on pense évidentes parce qu'on a souvent tendance à projeter notre propre expérience sur des autres animaux. Or, ils vivent dans des univers sensoriels très différents, ils ont des traitements d'informations très différents, et en fait, il n'y a jamais rien d'évident.
en extérieur, on peut se dire, bah, c'est évident, ça nous fait ça, donc ça leur fait probablement, mais non, en fait, c'est pas autant ça. Moi, j'ai vu des trucs, tu regardes, des comportements entre deux animaux qui peuvent être d'une violence absolument incroyable, et tu vas te dire, mais ils devraient pas faire ça, c'est super choquant. Le fait est que si, ils le font. Et, c'est compliqué, disons, on a l'impression qu'il y a plein de choses évidentes, et en réalité, quand tu te pousses dans le détail, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas, parce que les choses qui sont pertinentes pour eux sont pas forcément les choses qui sont pertinentes pour nous. Et voilà. Non, je pense qu'il faut voir aussi, Florence, sur les choses évidentes. il faut Oui. voir aussi qu'on est parti dans une direction qui était pas forcément très raisonnable aussi, hein, le fait, enfin, je parle du suprémacisme humain, le fait de séparer comme ça le Homo sapiens de l'ensemble des autres espèces animales avec des critères plus ou moins fallacieux, quoi, ou essayer de chercher le propre de l'humain tout le temps et tout. Enfin voilà, il y a cette espèce de supériorité, d'extraction, comme quoi on serait plus du tout dans le monde naturel, et que le monde naturel, c'est les plantes, les animaux, les champignons, etc. Cette espèce de séparation dont je parlais déjà un petit peu tout à l'heure, elle a quand même pas mal biaisé aussi notre vision de tout ça, hein, parce que voilà, alors c'est vrai que moi je me méfie des évidences aussi, mais je me méfie aussi de ce qu'on a construit culturellement autour de cette question de Homo sapiens qui serait plus vraiment un être de nature, que tous les autres animaux seraient des êtres de nature, etc. quoi. Et, ça se met quand même une grosse confusion, quoi. Biologiquement, enfin scientifiquement, ça n'a vraiment aucun sens. Hein. Aucun sens. Quand je parlais d'évidence, je me demandais juste combien de preuves il va nous falloir encore pour qu'on accepte l'idée que dans le fond, nous ne sommes pas cette suprématie, quoi. C'est ça. C'est une question compliquée. Hein. Je sais pas si quelqu'un a la réponse, mais je serais ravi d'entendre. Moi, j'aimerais bien le savoir aussi. Souvent, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question, mais je me la pose aussi, quoi. Mais je pense que c'est très compliqué de répondre à cette question-là. C'est vraiment de la prospective plus, hein, sur voilà. Ça va très loin. Je pense qu'il y a une confusion aussi sur la supériorité attribuée à un caractère et la supériorité absolue, quoi. C'est-à-dire qu'on va estimer que sous prétexte que l'être humain est supérieur dans tel domaine, il est supérieur dans l'absolu à toutes les autres espèces. Je pense que le fait d'éduquer à ça, ça peut avoir enfin, en tout cas d'expliquer le fait que ce soit pas pertinent, ça peut aider à replacer un petit peu Homo sapiens, de remettre un petit peu Homo sapiens à sa place, quoi. Ce qui est de la sentience, un truc intéressant aussi, c'est que en fait, ça commence tout juste à revenir sur l'avant du terrain et à prendre de l'importance de la discussion, parce qu'on a eu une très forte influence des courants qu'on appelle behavioristes, avant, qui stipulaient que comme on n'a pas accès aux émotions, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas accès à l'aspect subjectif des émotions, ça ne sert à rien d'étudier ça. Et donc, c'est un peu la théorie de la boîte noire, c'est-à-dire qu'on doit se contenter de faire, en schématisant, stimulus-réponse. Qu'est-ce qui rentre à l'entrée, qu'est-ce qui sort à la sortie, et on n'essaie pas de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et ça a dominé la psychologie pendant pas mal de temps. Et c'est vrai que ça a eu un impact aussi énorme, parce que comme on a accès aux émotions des humains qui peuvent en parler, et qu'on a dit, bah, sur toutes les autres espèces, bah, on va même pas essayer parce qu'on peut pas y avoir accès, donc on va considérer que c'est pas une question. Bah, c'est que dans la mentalité générale, on a quasiment oublié que ce phénomène était possible, quoi. Je pense qu'on parlait d'éducation tout à l'heure, de sensibilisation, ou en tout cas de diffusion de la connaissance et de vulgarisation scientifique. Sébastien parlait tout à l'heure des paupières des poissons, écrit avec Fanny Baucher. Il y a aussi, je pense, une chose importante, c'est aussi de reconsidérer les autres animaux, les animaux aquatiques aussi, en tant qu'individus, parce qu'on a tendance vraiment à les voir comme des groupes, comme des masses indifférenciées. Et c'est aussi comme ça qui sont vus en tant que ressources, quoi. D'ailleurs, les poissons, on n'arrive pas vraiment à les comptabiliser en tant que victimes de la pêche. On parle de stock et on parle de tonnes. On parle pas du tout d'individus, quoi, parce que c'est compliqué. On parle pas de 1000 à 3000 milliards d'individus qui sont sortis de leur... Voilà, alors ce 1000 à 3000 milliards d'individus capturés chaque année dans le monde, qui ne prend pas en compte les captures non déclarées, annexes, etc. Enfin, c'est peut-être sous-évalué. C'est une estimation, quoi, mais en fonction du tonnage qui est disponible. Donc, on ne sait pas vraiment, en fait, combien d'individus ça concerne. Je pense que c'est important de
de replacer l'individu au centre de nos discours. C'est un peu ce que disait Sébastien aussi tout à l'heure sur la narration, le fait qu'on aime bien les histoires, on aime bien se projeter, on développe plus d'empathie aussi quand on nous raconte l'histoire de quelqu'un. Entièrement d'accord. Ouais, donc ça peut être utile. Bon, il y a un autre aspect. Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Il y a un autre aspect dont j'avais brièvement évoqué tout à l'heure, c'est aussi l'évolution de nos connaissances sur l'aspect nutritionnel, parce que bon, c'est pas négligeable à mon sens. On a encore l'idée reçue qu'il peut être important, voire essentiel, de consommer des poissons ou certains animaux marins pour obtenir certains nutriments, et c'est quelque chose qui est encore assez ancré, quoi, comme idée reçue. En ce qui concerne les poissons, je pense particulièrement au phosphore, quoi, une espèce d'association immédiate, un peu comme on peut associer tout de suite le lait de vache au calcium, ou faire des raccourcis comme ça entre le nutriment et l'aliment, ou en tout cas l'individu qui est derrière l'aliment, quoi, qu'on ne voit plus. Là, pour le phosphore, on sait maintenant que on peut se passer complètement de manger des poissons pour obtenir du phosphore, quoi. Mais il y a certaines, quand même dans le grand public, mais quand même dans l'imaginaire collectif, c'est encore assez présent, quoi. Il faut manger des poissons. Donc, et ça, c'est pareil, ça évolue aussi. Il n'y a vraiment aucun besoin de manger des poissons pour obtenir du phosphore ou d'ailleurs d'autres nutriments qu'on peut pas trouver ailleurs. De toute façon, bon, l'alimentation végétalienne est viable, hein, il n'y a pas de souci, et surtout pas avec ce nutriment-là, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une idée reçue qui est ancrée, mais qui a pas de sens. Donc là aussi, ça peut être important de diffuser l'information, d'écouter des instances de santé aussi, de regarder les valeurs nutritionnelles des aliments pour se séparer un peu de des 4 N dont je parlais tout à l'heure, là en l'occurrence de la nécessité supposée de consommer les poissons, quoi. À ce stade de notre rencontre, on est en tout début de la journée et dans une trentaine de minutes, on retrouvera Yves Bonardel qui va nous parler du point de vue plus politique. Qu'est-ce qu'on aurait encore à dire là en termes finalement si je puis parler comme ça, et vous me dites si le terme vous convient, mais donc de pédagogie, j'allais dire d'éducation populaire, mais on en est presque là. Qu'est-ce qui nous manquerait comme information qu'on n'aurait pas transmise là, Sébastien? Je sais pas, j'aurais tendance à vouloir répondre des milliards de choses. Mais je pense que s'il y a vraiment une chose sur laquelle s'arrêter, c'est que c'est pas parce que les poissons vivent dans un univers qui est différent de celui des vertébrés terrestres qu'ils ont moins de défis à relever, et donc qu'ils auraient moins de capacité. Le fait est que les poissons, en fait, comme c'est exactement ce que je disais au départ, c'est-à-dire que si on considère que les vertébrés terrestres sont sentients, ont un certain degré de conscience, etc., alors différents selon les espèces, différents selon les besoins de chaque espèce, etc., on ne peut pas l'exclure chez les poissons parce que cette notion de vertébré inférieur, vertébré supérieur n'a aucun sens. Et voilà, en réalité, il y a la même complexité comportementale, émotionnelle, etc. dans l'eau que sur Terre. Ok. Florence? Bah écoute, oui, j'ai un peu la même réponse que Sébastien. J'aurais tendance à dire des milliards de choses aussi, parce que on n'a jamais fini de parler du sujet, mais je pense que c'est vraiment important, ouais, d'essayer de prendre conscience que les individus qui sont susceptibles de ressentir de la souffrance, qui sont en mesure de ressentir cette souffrance, la fuient systématiquement, dans la mesure où la souffrance est une sensation qui est intrinsèquement négative, désagréable, hein, et que les individus qui la ressentent, fuient la souffrance, fuient le risque de mort. Je pense que ça nous parle à nous en tant qu'individus, peut-être à certains moments plus qu'à d'autres, mais quand on est dans une situation où on a peur de mourir, où on a peur d'être malade, on a peur de souffrir, on a peur que notre intégrité physique soit menacée, on doit avoir cette capacité d'empathie. Pour moi, les souffrances qui sont générées sont tellement immenses là en ce qui concerne les individus aquatiques que ça a vraiment une importance, je pense, majeure d'éduquer, justement de faire de la vulgarisation à ce sujet-là et de parler des poissons en tant qu'individus. C'est un gros défi aussi pour le mouvement animaliste. Je pense que Yves en parlera plus amplement tout à l'heure. Mais voilà, je pense que c'est important de se centrer sur ce principe de sentience, de capacité à ressentir de la souffrance et de communiquer là-dessus, continuer à en parler. Les individus poissons ont donc tous quelque chose à défendre, c'est ce que nous disait Sébastien à l'instant. Florence nous dit que c'est primordial qu'on en prenne conscience.
La journée mondiale pour la fin de la pêche, ça n'est pas la journée mondiale pour la fin d'une activité humaine, mais c'est très probablement la journée mondiale pour le début d'une tranquillité dans leur milieu de ces individus poissons qui se comptent par milliards dans nos filets. J'ai envie de dire que ce sera vos mots de la fin. Florence Delry, merci beaucoup. Merci à toi, Néo. C'était un plaisir, comme d'habitude. Sébastien Moreau, merci aussi à toi. Je sais que tu es très occupé. Tiens, juste un instant, vous deux, quelles sont vos actualités réciproques? Sébastien, pour le au revoir. Toutes les conférences sont annulées. Ça, c'est dur pour nous. Et c'est dur pour celles qui pouvaient les avoir, oui. Non, là j'ai des chroniques qui sortent sur ma chaîne YouTube et sur mon site servetdeoiseau.fr. J'ai des chroniques régulières. Là, j'enchaîne une série de 3 vidéos sur les abeilles, notamment une demain. Enfin, ça sort tous les vendredis. Et puis vers la fin de l'été, il y aura une nouvelle bande dessinée qui sort, cette fois-ci avec Laïla Benhabib sur les animaux de ferme. Super. Comportement et tout ce qui est comportement, cognition et les fameuses théories des émotions dont je parle seront décrites dedans parce que en fait la plupart des grandes avancées qui ont été faites l'ont été sur les moutons. Donc on a la plupart des grandes théories sur les émotions chez les animaux ont été faites sur ces animaux-là. Donc il y aura toutes ces explications-là. Ça va traiter de la communication, du fonctionnement social, du rapport à la mort, de leur perception sensorielle du monde. Voilà. Il y aura les poules, les cochons, les moutons, les chèvres et les vaches. Sébastien, eh bien, on attend ça avec impatience et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir une interview de visu avec Leïla. Ce serait super, ça. Ah bah ouais, carrément. Est-ce que tu prends le rendez-vous? Si je ne suis pas mort d'ici là, je prends rendez-vous. Oui, j'en suis persuadé, tu sauras garder ton confinement tranquille. Voilà. Et puis, donc, Florence, quelle nouvelle? Alors, toujours le maintien de mon site Questions Animalistes où je publie mes contenus militants. Donc, il y a toujours des choses à faire, un peu de nettoyage, de l'ajout de contenu. Je vais publier dans quelques temps un petit document sur l'apport en B12 pendant le confinement parce qu'il y a plein de personnes qui sont un petit peu en stress de ne pas avoir leur B12, qui savent pas trop où commander, comment ça se passe, la persistance du virus sur certaines surfaces. Donc voilà, je vais faire un petit topo là-dessus. Je pense que c'est important de se rassurer en tant que militante, voilà. Mes conférences prochaines, a priori, vont être annulées aussi. Voilà, j'ai pas encore de confirmation, mais celles qui devaient se tenir dans les prochains mois, à mon avis, vont sauter. J'ai des articles à paraître et puis chronique sur Non-Bi Radio, l'instant sentience. Voilà. Absolument, on t'attend pour la prochaine. Oui. Ok, absolument. Du fond du cœur, donc merci beaucoup à tous et toutes les deux. Donc merci Florence. Merci à vous deux en tout cas. Merci Sébastien. Et puis donc, chers amis, on se retrouve dans à peu près une demi-heure. Ce sera cette fois-ci donc Yves Bonardel qui prendra le thème de la politique et de la philosophie en question pour cette journée mondiale de la fin de la pêche. Bye bye tout le monde et à tout à l'heure. Au revoir Sébastien et au revoir Flo. Ciao. Ciao. Au revoir. La journée mondiale pour la fin de la pêche, samedi 28 mars, sur Non-Bi Radio, à l'antenne et en live sur Facebook et YouTube.